à 7h18 sur Europe 1, c'est l'heure de l'édito éco, Dimitri Pavlenko. Bonjour Olivier Babot. Bonjour Dimitri, bonjour Anissa, bonjour à Olivier. tous. Olivier, l'Institut Sapiens que vous présidez vient de publier avec le syndicat de référence des entreprises du secteur médical un livre blanc sur le financement des entreprises françaises dans ce secteur particulier de la santé. Et vous dites que c'est un immense gâchis français. Oui Dimitri, le paradoxe est total. La France compte près de 1400 entreprises de dispositifs médicaux. Elles font 32 milliards d'euros de chiffre d'affaires, 100 000 emplois avec les sous-traitants, 3750 brevets internationaux déposés chaque année, ce qui nous classe au 5e rang mondial. Nos médecins, nos ingénieurs sont excellents et pourtant, aucune entreprise française du secteur ne dépasse le milliard d'euros de chiffre d'affaires. La plus grande, Urgo, plafonne à 800 millions. Alors, c'est quand même étonnant pour un secteur aussi dynamique. C'est même pire, aucune medtech française ne s'est introduite en bourse depuis 10 ans. 93% des entreprises du secteur sont des PME. On invente, on innove, mais on ne grandit jamais. Et quand ces jeunes entreprises deviennent intéressantes, elles sont rachetées par des groupes étrangers américains le plus souvent. Et comment vous expliquez ce blocage à la croissance ? Alors, deux obstacles, tous les deux réglementaires. Le premier, c'est la certification européenne. Faire homologuer un dispositif médical peut coûter jusqu'à 300 000 € et prendre 3 ans sans aucune garantie de délai. Aux États-Unis, c'est 6 mois à 1 an et l'entreprise connaît la date de sa réponse à l'avance. Un dirigeant du secteur m'a dit que ce règlement était un suicide pour l'industrie du dispositif médical. Et pendant ces 3 années d'attente, l'entreprise fait quoi ? Elle ne vend rien ? Elle ne vend rien. Exactement, elle paie des auditeurs, elle n'a pas encore de chiffre d'affaires. Les investisseurs s'inquiètent. Une investisseuse du secteur résume bien la situation. Le problème pour un fonds est de financer l'attente. Le second obstacle, quel est-il ? C'est le remboursement par l'assurance maladie. Une fois le produit homologué, encore faut-il convaincre la sécurité sociale de le rembourser, pays par pays, puisque sur ce point, l'Europe n'existe pas vraiment. Là encore, des années d'attente, des critères flous et une sécurité sociale qui résonne en silo budgétaire annuel plutôt qu'en investissement de long terme. Et c'est le même mécanisme qu'on a connu dans le numérique, non ? Précisément. Alors, on invente, on essaime et la valeur part à l'étranger. La sortie pour ces entreprises se ferait presque toujours par le rachat par un fonds ou un groupe américain. Il n'existe pas en France de consolidateurs, ces grandes entreprises qui tirent tout un écosystème vers le haut, comme on en a en aéronautique ou en défense. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Alors, il y aurait 3 leviers. D'abord, multiplier les organismes de certification pour casser leur situation de quasi-monopole et les obliger à s'engager sur une date ferme de réponse. Ensuite, harmoniser les décisions de remboursement en Europe pour qu'un dispositif validé en Allemagne n'ait pas à repasser 15 fois les mêmes obstacles ailleurs. Enfin, orienter une partie de notre épargne, et les fameux 2000 milliards d'euros logés dans l'assurance vie, vers le financement de cette innovation. L'enjeu, dites-vous, Olivier, dépasse la seule question économique. Oui, parce que c'est une question de souveraineté. La Covid nous a appris qu'avoir ou non des masques, des respirateurs, des dispositifs médicaux, c'est un facteur clé d'indépendance nationale. La santé, comme la défense ou le numérique, ne devrait pas dépendre des décisions d'un fournisseur étranger. Pour l'instant, on préfère laisser la bureaucratie européenne tuer à petit feu une pépite après l'autre.